La présence militaire française sera reconfigurée sur le territoire africain. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Jean-Marie Bockel, envoyé personnel d'Emmanuel Macron. Il s'agit du président français dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Gabon, le Tchad ou encore la Côte d'Ivoire. Les dispositifs seront largement revus à la baisse. Ceci dans le but de réinstaurer un nouveau partenariat selon les propos de l'Élysée, co-construit mais aussi renouvelé. Alors on parle de cette actualité avec notre invité qui n'est rien d'autre, qui n'est personne d'autre que Dr Dalvarez Ngudjou, économiste et géostratège. Merci d'être là avec nous dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Nous poserons justement un regard panafricain sur cette annonce faite par l'Élysée qui décide de revoir son partenariat de défense avec les pays africains sus-mentionnés. Docteur Ngudjou, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Bégoudé, vous êtes extrêmement belle. Merci. Merci d'être venu nous retrouver dans ce studio pour Regard panafricain et l'émission, elle a démarré. Nous échangeons dans un instant. Merci d'être avec nous sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube. Merci également de nous regarder sur vos petits écrans et de nous recevoir à travers notre fréquence 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs au Cameroun. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus et c'est aussi un plaisir de retrouver Dr Dalvarez Ngudjou avec lequel nous parlons de l'actualité concernant la reconfiguration du dispositif militaire français sur le territoire africain, notamment dans 4 pays. Je les ai cités tout à l'heure. Il s'agit du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal. Les dispositifs dont on parle ont été revus à la baisse. Il s'agit du nombre de soldats sur les différents territoires. Mais Dr Ngudjou, avant de commenter cette actualité, nous revenons déjà sur les propos de Jean-Marie Bockel il y a de cela quelques semaines, où il rappelait que les partenaires, à savoir le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, ne voulaient pas du départ de la France de leur territoire, malgré l'appel des différentes populations sur le continent africain. Ça fait sourire, Madame Bégoudé, dans la mesure où je pense que si le gouvernement français a commis M. Bockel dans cette mission, c'est parce que toutes les conclusions sont là. C'est que la présence militaire française en Afrique n'est plus acceptée, n'est plus voulue. Dans beaucoup de pays, c'est vrai, il peut s'avérer que ce qu'il dit soit vrai, entre guillemets, excusez la tautologie, mais les populations qui sont censées avoir élu leur leader dans ces différentes nations, dans les différents présidents, ne veulent plus de la présence française. Et même étant en politique, il y a des chances que ce que ces gens, notamment ces leaders politiques, ces présidents veulent, qu'ils ne l'avouent pas forcément officiellement. Mais croyez-moi, très peu de personnes sont prêtes à accepter la présence des troupes étrangères sur le territoire. À moins que cette présence des troupes étrangères, qui dans certains cas est hostile, participe à soutenir leur régime en place. Donc dire que les chefs d'État n'ont pas exprimé cela, je crois que ce n'est pas conforme à la réalité. Surtout si nous prenons le cas d'un pays, vous avez pu regarder le travail qu'avait confié le gouvernement de transition gabonais à un ensemble d'experts. Parmi les recommandations qui avaient été faites, il y avait le départ des troupes françaises du Gabon. Effectivement. Donc venir aujourd'hui affirmer que ces différents pays ne voulaient pas le départ des troupes françaises, je crois que ce n'est pas conforme à la réalité. Et celui-ci avait fait une autre révélation, c'est que particulièrement le pouvoir au Tchad estimait que peu importe le nombre de militaires français sur le territoire, c'est-à-dire après la diminution, l'essentiel serait le résultat de ce partenariat. À quel type de résultat s'attend encore le Tchad en ayant un partenariat de défense avec la France? En réalité, vous savez, pendant longtemps, le pouvoir en N'Djamena a subsisté grâce à l'aide française à différentes opérations, notamment l'opération Épervier, qui permet que les troupes françaises soient aujourd'hui toujours
positionné au Tchad. Vous savez qu'il y a cela à peine quelques années, les rebelles qui se trouvent à l'est du Tchad, dans la frontière avec le Soudan, étaient pratiquement aux portes du palais Rose en N'Djamena. Il aurait été l'intervention des troupes françaises. À l'époque, le président, c'était le président Sarkozy. Ce que le pouvoir actuellement au Tchad ne serait pas là. Dans d'une manière ou d'une autre, je pense que le Tchad doit une certaine subsistance grâce au pouvoir français, au pouvoir militaire français ou à la présence française. Ça, c'est dans les deux. Vous savez bien, de manière géostratégique un peu plus avancée, la géostratégie énergétique, vous savez, vous avez la nappe de pétrole qui existe aujourd'hui, qui est exploitée au Tchad, le Tchad étant au nord de la Centrafrique. La nappe principale de ce pétrole se trouve où? En RCA. Or, il a fallu, pour pouvoir maintenir l'exploitation du pétrole au Tchad, il a fallu continuer à déstabiliser la RCA, c'est-à-dire ne pas avoir un gouvernement stable là-bas, ce qui permettait, dans ce chaos, ce qui empêchait le gouvernement centrafricain d'exploiter son pétrole. Or, d'exploiter son pétrole, parce que si le gouvernement, vous savez, en physique des liquides, le principe des vases communicants, la nappe principale du pétrole étant en Centrafrique. Si la Centrafrique commence à exploiter le pétrole, l'autre nappe va commencer à se baisser au niveau du Tchad, et la production du pétrole tchadien va commencer à baisser. Or, pour pouvoir maintenir certaine déstabilisation de la Centrafrique, certains leaders au pouvoir de l'autre côté ont utilisé le pouvoir ou alors la présence militaire française. Je n'ai pas besoin de revenir sur des événements qui sont déroulés, je crois, l'année dernière, où il y a eu des frappes, vous savez, le renseignement russe disposé en RCA a remarqué qu'il y avait des frappes d'aéronefs qui venaient du nord de la RCA et qui curieusement disparaissaient. Nous pouvons être sûrs, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que ces aéronefs-là, ces puissances aéronefs si rapides, ne sont pas pilotés par des pilotes tchadiens. Il y a probablement une puissance cachée derrière qui permet de déstabiliser la Centrafrique. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pour conclure sur cette question que le pouvoir tchadien a bénéficié ou continue de bénéficier de la présence française. Ce que je dis pour le Tchad peut être similaire, même si ce n'est pas identique pour le pouvoir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons qu'en réalité, le président Ouattara a été soutenu par les troupes françaises. Ce sont les troupes françaises, notamment les éléments du GIGN, le GPIN, groupement polyvalent de la gendarmerie nationale, qui avait été missionné sur Abidjan, qui avait littéralement tiré sur Barbeau dans le bunker, qu'il avait sorti de son bunker et qu'il avait maintenant remis aux rebelles. Et ils sont venus, nous avons pu voir comment le président Ouattara venait dans les chars de l'ONU, mais en réalité, une bonne partie des éléments de l'ONU, c'était des ONU françaises. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait que maintenant, le pouvoir, en ce moment, se rend compte que son existence est plus ou moins liée à une présence militaire étrangère. Car si vous ne doutez pas de vous, si vous êtes sûr que vous avez été élu par la population, vous n'avez pas besoin de la présence des troupes étrangères. Mais si vous estimez que cette présence est nécessaire, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est parce que cette présence vous soutient. Je n'ai pas besoin de faire un tour pour le Gabon. Le Gabon, vous avez pu remarquer que le lendemain du coup d'État, le président Olingue était en échange avec beaucoup de sourires avec l'ambassadeur. L'ambassadeur est un attaché de la DGSE française à Libreville. Donc, ça donne l'impression que d'une manière ou d'une autre, les troupes françaises ou la présence militaire française a au moins, le moins que l'on peut dire, a rassuré le pouvoir actuel du Gabon. Donc, je peux dire que oui, si les gens ne veulent pas, même si c'est dans l'esprit, le départ de ces troupes, c'est parce que ces personnes estiment que ces troupes soutiennent leur pouvoir, que sans la présence de ces troupes, ça va être extrêmement difficile pour eux. Vous pensez que c'est le cas aussi au Sénégal? On avait pensé au départ qu'avec le Sénégal et l'arrivée du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, les choses seraient différentes, mais le pouvoir en place a réitéré il y a de cela quelques mois que le départ de la France se fera de manière, on va le dire, enfin se fera pas à pas. En tout cas, c'était ça le message à retenir. Est-ce à dire que ces différents pouvoirs du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et puis du Gabon sont pieds et poings liés avec la France? Je crois dans une certaine mesure, oui. Pour le cas du Sénégal en particulier, vous savez, beaucoup d'Africains comme nous sommes restés sur notre faim parce que nous avions l'impression que quand nous voyons l'agitation, entre guillemets, quand on voyait
les déclarations, que ce soit de Sonko ou de Faye, on avait l'impression que quand ils vont arriver au pouvoir, il y aura quand même des changements de fond. Mais depuis qu'ils sont là, pour le moment, je pense que beaucoup restent sur leur fin, moi parmi. Et comme on dit, ils sont encore au début de leur mandat. Espérons qu'ils vont pouvoir changer le tir. Maintenant, par rapport à la présence des troupes françaises, comme dans beaucoup de domaines, comme j'ai dit, on a comme l'impression qu'on a été roulé dans la farine. Ça, c'est l'impression. On peut se tromper. On espère qu'ils vont changer, comme je l'ai dit. Mais toujours est-il que c'est officiellement que ces troupes sont là pour le bien-être ou pour la sécurité de ses pouvoirs, mais en réalité, ces troupes aussi assurent les intérêts français sur le continent africain. Merci, Dr Delvaris Ngudju. Parlons à présent de cette reconfiguration de la présence ou encore du dispositif militaire français sur le territoire africain. Que vaut réellement cette reconfiguration avec la diminution des troupes françaises sur le territoire africain? On parle de 100, par exemple, au Gabon, à la place de 350. Il en est de même pour le Sénégal. On parle de 100 également en Côte d'Ivoire à la place en tout cas de 300 par là, et puis 600 au Tchad à la place de 1000 sur le territoire tchadien par le passé. Que vaut réellement cette reconfiguration? Qu'est-ce qu'elle signifie aussi bien pour la France que pour l'Afrique? Premièrement, il faut comprendre les axes avaient été fixés. Les axes ont été fixés par le président Macron, M. Bouquet. C'est d'avoir une présence moins visible. Effectivement. Il y a toujours la prière, juste que la présence est moins visible. Moins visible. Maintenant, il faut bien voir le profil de la personne. Et ça nous permet de comprendre les attentes par rapport au rapport de Bouquet. En fait, Jean-Marie Bouquet a été au ministère de la Coopération pour un temps certes. Mais pour ceux qui savent, le ministère de la Coopération avait été créé par De Gaulle avant les indépendances. Et le rôle du ministère de la Coopération, c'était exactement de pérenniser ce qu'on a appelé par la suite la France-Afrique. C'est le ministère de la Coopération qui a développé le néocolonialisme français en Afrique. C'est-à-dire qu'en réalité, comment pouvait-on réorganiser la coopération avec les États ou les anciennes nations colonisées de manière qu'on puisse avoir à la tête des États africains des présidents entre guillemets, mais qui vont toujours défendre les intérêts de l'Afrique. Et pour cela, il y avait un ministère qui avait cette responsabilité, c'est le ministère de la coopération. Et quand vous êtes ministère de la coopération, quand vous avez accès à tout, quand vous êtes nommé à un ministère, vous avez accès à des dossiers, vous avez accès à des directives, vous avez accès à des archives, des documents d'archives. Donc, qui vous permet de comprendre la quintessence du ministère. Quand on choisit une personnalité qui a travaillé dans un ministère dont le rôle était de pérenniser la colonisation française en Afrique, mais maintenant verni d'une autre couleur, on a comme impression que en fait, on veut atteindre les mêmes résultats, mais avec des moyens différents. C'était ce qui était attendu en réalité quand on crée ce ministère. Ce ministère n'a changé de nom que tout récemment, après Sarkozy, mais la plupart des gouvernements français, depuis les indépendances, avaient toujours maintenu ce qu'on appelle le ministère de la coopération, qui était en réalité le ministère qui dirigeait les États africains. Donc, si on tient compte des directives données par le président Macron, notamment une présence moins visible, et si on tient compte du personnage du ministère qui vient, un ministère qu'on pourrait appeler le ministère du néocolonialisme, moi, ça donne l'impression que, en fait, on veut juste reconfigurer, mais continuer à avoir le même résultat. Sinon, pour aller dans le fond, les Africains ne veulent plus la présence des troupes françaises. Qu'ils partent. Parce que, vous voyez, par exemple, quand Bouquet dit que c'est très, très important qu'ils puissent continuer à avoir une présence, mais tenant compte de la souveraineté de ces différentes nations, et que les besoins soient co-traités ou commis ou co-planifiés. Mais que la relation ou le partenariat soit co-construit, c'est-à-dire construit ensemble. C'est un narratif qui revient de plus en plus. Exact. Mais vous savez, partout, quand on fait des commissions ad hoc, si j'estime, que
je vais faire une commission ad hoc avec Madame Bégoudé. Oui. Je n'ai pas besoin d'aller dans mon coin, je fais le rapport, je viens me présenter. Le minimum, c'est quoi? C'est d'associer les différentes parties prenantes au rapport. Ça permet de comprendre clairement les besoins avant une recommandation. Oui. Mais dans le cas d'espèce, c'est une personne, en l'occurrence l'ancien ministre de la Coopération, qui a eu cette responsabilité-là, qui a présenté ce rapport au président français et qui attend que son rapport peut-être soit discuté, soit implémenté. Mais ces différents États africains-là, est-ce qu'on tient compte de leur point de vue? On ne tient pas compte de leur point de vue. Et pire, comme vous avez pu le constater, c'est qu'en fait, ils risquent de ne pas avoir d'annonce officielle. Oui. Or, ce qui n'est pas fait officiellement, ou ce qui est fait sans vous, peut être contre vous. Si on parle de vous, sans vous, ça peut être contre vous. La plupart du temps, c'est contre vous. Exact. Si on estime qu'on veut beaucoup votre bien, au moins est-ce que vous soyez là quand on est en train de parler de vous. Oui. Donc pour moi, je pense que ce n'est qu'un stratagème français pour être moins visible sur le continent africain, mais de continuer de pérenniser la France-Afrique, l'exploitation interposée des pays africains. Parce qu'en fait, c'est à peu près cela. C'était ça le cœur, la quintessence du ministère de la Coopération. Continuer à exploiter l'Afrique, mais avec des personnes interposées qui étaient les leaders de l'époque. Merci, Dr Ngoudjou. En effet, depuis février 2023, le président Emmanuel Macron évoquait une diminution visible des effectifs militaires français en Afrique. Ainsi, une mission avait été confiée à Jean-Marie Bockel. C'était de drainer d'une certaine façon le chemin vers ce partenariat New Look dont semble se servir aujourd'hui Paris comme un nouvel appât. Mais dans cette lancée, Dr Dalvarez Ngoudjou, à qui la faute? Qui faut-il pointer du doigt? Est-ce que c'est toujours Paris ou encore les dirigeants de ces différents pays? Au Gabon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans les conclusions ou encore les propositions à la fin du dialogue, il y avait le départ des troupes françaises et la fermeture des bases militaires françaises. Au Tchad, par exemple, on a eu l'impression qu'il y avait une rupture en gestation entre le gouvernement tchadien, et en tout cas sur le plan militaire, avec certaines puissances étrangères. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement, le pouvoir en place tient à la présence française car c'est elle qui lui permet de se maintenir. Au Sénégal, ça reste très flou pour l'instant, selon vous, mais la faute à qui alors? À ces gouvernants africains qui n'arrivent pas à s'affranchir de cette présence française, ou à la France qui réussit à avoir encore la main mise sur ces États? Moi, je pense que la faute est partagée, la responsabilité est partagée. D'abord, dans un premier cas, d'abord la France. Okay. La France, dans la mesure où elle s'impose, vous savez, c'est une des rares puissances coloniales qui a encore des présences, qui a une présence militaire dans beaucoup de pays, dans ces anciennes colonies. Et je rappelais, juste pour l'histoire, que une des premières puissances coloniales du passé, c'était le Portugal, qui était la première puissance mondiale à un moment. Le Portugal n'a plus aucune armée dans ses colonies. L'Espagne a été une première puissance coloniale, une première puissance impériale. Vous savez qu'une bonne partie de l'Amérique latine a été colonisée par l'Espagne sur le continent africain et même en Asie. Mais aujourd'hui, il y a une relation entre guillemets saine entre l'Espagne et ses anciennes colonies. Il n'y a pas de présence militaire. L'Angleterre de même et plein d'autres pays que nous pouvons citer. Mais aujourd'hui, vous savez, l'Empire ottoman, la Turquie aujourd'hui, était une puissance mondiale. En réalité, la Turquie a plus ou moins colonisé beaucoup d'États au nord de l'Afrique, toutes ces régions, ce que c'était à Tunis, au Caire, tout le reste à Alger. C'était des colonies turques. Mais aujourd'hui, la Turquie n'a plus de présence militaire dans ces pays-là. L'un des rares pays qui a une présence militaire, c'est la France, ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas tolérable et parfois même imposé. Donc, parce que la France est non seulement, par cette présence militaire, non seulement dans certains cas soutient les régimes qui sont en place dans les intérêts de la France, mais aussi et surtout, ça permet de faire pression sur les leaders qui veulent sortir du rang. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de revenir, vous avez vu à plusieurs reprises, quand on prend un pays comme les Seychelles ou les Comores, à plusieurs reprises, il y a eu des coups d'État par un mercenaire français, comme Bob Lena, qui était président. C'est-à-dire quelqu'un qui d'une autre nationalité, il va dans un pays africain, il fait le coup d'État, il prend le fauteuil présidentiel. C'est de la sorcellerie. C'est des choses qui n'ont jamais été venues nulle part. Ce qu'on a dit, là on peut dire dans beaucoup de pays, je n'ai pas besoin de revenir sur la liste des coups d'État, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Tchad même, que ce soit
je sais pas quoi, au Mali, que ce soit dans beaucoup de ces pays-là, d'une manière ou d'une autre, dans la plupart des coups d'État, la France était derrière. Ça veut dire que cette présence française défend les intérêts de la France, mais aussi elle est utilisée comme un élément de pression sur ces États-là ou sur ces leaders pour que ces leaders défendent leurs intérêts. Vous savez, dans beaucoup de pays sur le continent africain, des grands marchés sont attribués à la France pratiquement sans que ce soit connu, etc. etc. Ça, donc moi je pense quelque part il y a une responsabilité de la France. Mais ce serait une erreur de penser que ce n'est que la responsabilité de la France. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas reprocher à la France de défendre ses intérêts. C'est-à-dire on ne peut pas être fâché parce que la France défend ses intérêts. Et qu'est-ce que nous faisons en tant que leader africain pour défendre nos intérêts? Parce que les gars, ils défendent les intérêts de la France. On est triste, juste qu'ils défendent leurs intérêts à notre détriment. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour défendre nos intérêts? Je parle à nos présidents. Si les gens sont là, ils estiment que donner le cuivre, l'uranium, l'or à la France pratiquement gratuitement, alors que nous n'en avons pas assez, ça fait problème. Si vous avez vu ces différentes nations, les nations de l'AES, c'est tout récemment que le Burkina ou le Niger ou le Mali a des réserves d'or. Alors qu'ils sont parmi les premiers producteurs sur le continent. Ils n'avaient pratiquement rien. Alors que la France, qui ne produit pas l'or, a des réserves extrêmement importantes de par le monde entier. C'est parce que, quelque part, les leaders avaient pris les décisions pour défendre les intérêts de la France, ou les intérêts des impérialistes. Je pense que vous avez pu lire le rapport sur la présence américaine qui n'est que, c'est pas quoi, la marraine de la France au Niger. Pratiquement, c'était incompréhensible qu'un leader africain, un ministre, ait pu signer ce type d'accord. Un accord, par exemple, avec lequel qui permettait à ce que tout Américain qui arrive avec un permis de conduire, il entre, c'est-à-dire il n'a pas de passeport, il a son permis de conduire, il entre au Niger. Il peut trouver le travail avec un simple permis. Je ne parle même pas de carte d'identité, pour ne pas parler de passeport, etc., etc. Même si des Nigériens dans un accident, ils ne répondent pas de la compétence du territoire du Niger, etc., etc. Que l'ensemble des charges aériennes liées à la présence militaire américaine au Niger, c'était payé par le Niger. Mais c'est de la magie. Quand vous entendez, quand on soumet un document comme celui-là, vous savez, c'est ça la négociation par le principe de la pyramide inversée. C'est quand vous soumettez un document sur lequel vous allez négocier. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher aux Américains d'avoir mis la barre très haute. Ça permet de négocier pour trouver une juste mesure. Juste pour certains leaders, le document arrive chez eux. On a une personne qui n'a même pas le document. Ils parlent seulement le document, ils l'envoient. Etc., etc. Je veux dire, quand vous avez des leaders comme celui-là, vous ne pouvez pas reprocher seulement à la France de défendre ses intérêts. Mais que font nos leaders? Que font les leaders? Même les autres pays qui défendent les intérêts aujourd'hui beaucoup mieux que nous. C'est des pays qui étaient des colonies françaises. Je rappelle que un pays comme le royaume chérifien du Maroc ou même l'Algérie, c'était des nations qui étaient sous des colonies françaises, qui étaient dans la zone franc. Ça passe toujours inaperçu. Le Maroc était dans la zone franc, l'Algérie était dans la zone franc, le Niger, la Tunisie. Mais ces nations sont sorties de la zone franc, ont créé leur propre monnaie, sur laquelle aujourd'hui ont une certaine souveraineté, dans tous les cas beaucoup mieux que les nôtres. Si ces gars qui étaient avec nous dans l'escarcelle, ces gars qui étaient avec nous dans le panier, dans la gibecière, on peut sortir de la gibecière. Pourquoi pas nous? C'est-à-dire on ne peut pas ne pas oser et accuser seulement la France ou accuser seulement le colon. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Si dans des pays sur le continent africain, si quelqu'un, au lendemain d'un coup d'État, commence à s'aguicher avec l'ambassadeur d'un pays qui a un impact négatif, parce qu'on voit un pays, prenons rien que la Centrafrique. Vous savez, quand Touadéra venait d'arriver au pouvoir, un des premiers reproches qu'il a eu, notamment son premier ministre, c'est qu'en fait l'ambassadeur de France lui reprochait qu'il a fait le gouvernement sans prendre son avis. Mais en qualité de quoi? Pour avoir un gouvernement en SCA, il faut que... Parce que quand l'avis, ça veut dire que lui biffe. Quand vous lui soumettez la liste, il dit non, celui-ci n'est pas bon, celui-ci n'est pas bon. Je recommande celui-ci comme ça. En qualité de quoi? Est-ce qu'en Afrique, on recommande des membres du gouvernement français ou dans d'autres pays? Mais pourquoi chez nous, ça va arriver à ce point? Au point où l'ambassadeur s'offusque de cela. Ça veut dire que le mal est profond. Effectivement. Sinon, prenons le cas du Gabon. Est-ce que dans un pays comme le Gabon a eu un pic pétrolier, il n'était pas 1 million d'habitants. C'est-à-dire, en réalité, les Gabonais devaient être extrêmement riches. Qu'est-ce que vous allez à Libreville? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Total exploité tout. Total exploité tout. Vous avez vu quand le président Ali Ben, c'est pas pour être son avocat, quand il a commencé à vouloir soulever la tête. Vous savez, il a commencé quand il prend le pouvoir, les bourgeois étaient contre lui et tout le reste. Il a dit qu'il va faire une restructuration fiscale
pour Total, 1000 milliards de francs CFA, parce que 2 milliards de dollars. On a plié le petit doigt. Vous savez, on bavarde beaucoup, mais vous savez, c'est quand le président Ali arrive au pouvoir qu'il décide, nous on a essayé de copier ça au Cameroun, mais on n'implémente pas toujours, qu'il décide que ce serait important que le bois au Gabon ne soit plus exporté en grumes. Ce serait mieux qu'on ait au moins une pré-transformation. Et on a créé une zone industrielle pour cela au Gabon, sous Ali, qui a créé des emplois. Ça permet de créer des emplois, on fait une pré-transformation avant d'exporter. Ce qui n'a pas plu à certaines personnes. Je veux dire, quand vous êtes dans un contexte comme celui-là, et que d'autres personnes viennent essayer de remettre tout à plat, même les acquis, est-ce que vous pouvez reprocher à la fin défense des intérêts? Non. Moi, je pense que l'on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous avons une responsabilité quelque part, dans nos différentes nations. Et dans tous les pays de par le monde entier, les nations qui se sont levées avec force se sont en sorties. Parce que, vous voyez, nous sommes dans une situation où l'économie mondiale traverse des difficultés. La France a tous les problèmes de la terre. La France, en réalité, dans la zone euro, comptait sur l'Allemagne, qui est la première puissance. Mais l'Allemagne est en chute libre. Vous avez pu remarquer que, d'abord, les gars sont en train de fermer, Arcelor est en train de fermer, tous les gars de l'acier sont en train de fermer, Volkswagen, la branche Audi de Volkswagen, Audi qui fait les véhicules de luxe, est en train de fermer, non seulement en Bruxelles, mais en Italie, mais aussi en Allemagne. Toutes ces entreprises sont en train de fermer. BMW veut partir. Parce que, comme ils avaient de l'énergie de très bonne qualité, gratuite, en Russie, ils ne l'ont plus maintenant. Alors, vous savez, l'industrie, c'est l'énergie, c'est matière première plus l'énergie. L'énergie que vous mettez sur le travail. Ils sont en train de partir aux États-Unis, ils peuvent avoir ça plus moins cher. Donc, dans un contexte comme celui-là, l'Allemagne est en difficulté. Et comme l'Allemagne est en difficulté, la France comptait beaucoup plus sur l'Allemagne et la France a du mal à emprunter sur le marché international. Ça veut dire que, en résumé, il y a de cela 20, 25, 30 ans. La France se portait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais continue à nous exploiter, à nous piller. Mais aujourd'hui, nous sommes à une situation où la France a des difficultés. La France a perdu le Mali, perd le Niger, perd le Burkina, diminue dans beaucoup d'autres pays. Et a des difficultés en Europe même, au niveau de leadership. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il va baisser les bras? Avec quelqu'un qui avait beaucoup, il mangeait 3 fois par jour. Il vous harcelait toujours pour prendre le peu que vous avez, votre demi-plat. Aujourd'hui, qu'il a du mal à manger une fois par jour, une fois et demie par jour, je pensais qu'il va rester tranquille, sans être rassuré. Non, il va encore mieux s'acharner à nous piller. Mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de frapper du poing sur la table. Parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants mourir dans la mer. On ne peut pas laisser nos femmes et nos enfants aller se prostituer au Moyen-Orient, être traités comme des animaux au Moyen-Orient. Et dans certains cas, ils viennent se plaindre devant les ambassades. On est incapable de les assister. Et on se plaint que la France fait si ça. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons pris? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons pris comme mesure pour soutenir nos populations? Dans un contexte comme celui-là, ce que je dis, en résumé, sur votre question, je dis, il y a une responsabilité de la France, mais aussi et surtout une responsabilité africaine. Merci, docteur Dalvaris Ngudjo. Alors, il y a une toute petite question qui me taraude aussi l'esprit. Elle est en rapport avec les prévisions françaises lors du renversement de Mohamed Bazoum. L'annonce a été faite d'ailleurs récemment devant l'Assemblée nationale par Jean-Marie Bockel, encore, qui déclarait que la France avait prévu près de 2000 hommes pour débarquer le gouvernement qui avait renversé Mohamed Bazoum. 2000 hommes étaient donc censés aller attaquer le Niger. Lorsqu'on pense à une annonce comme celle-là, et d'ailleurs Jean-Marie Bockel rappelle que c'était en quelques heures que ces troupes étaient déjà prêtes à y aller depuis la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi en tant qu'analyste, en tant que panafricaniste, que la présence, qu'elle soit diminuée ou pas, de ces militaires français autour de cette ceinture qui se forme pourrait être un danger pour certains pays? Bon, danger peut-être pour les pays qui en tirent profit. Mais moi, je crois que, parce qu'il faut bien comprendre, ils ont bien dit qu'en réalité, on peut diminuer en effectif, mais on garde en qualité. Et vous savez, les éléments des forces spéciales, c'est ça. La qualité, très peu d'effectifs peuvent faire un travail. Je crois que vous regardez ce qui se passe dans le Donbass. Vous savez, les Russes, je crois que c'était hier, avec 10 hommes, ils ont pu ouvrir le front face aux Ukrainiens. Donc, quand vous avez une qualité du matériel qui va avec, vous pouvez faire beaucoup de choses. Oui, on peut craindre. On peut craindre. C'est pourquoi je dis, nous avons une responsabilité. Vous vous rappelez, quand le général Tiani a pris le pouvoir, beaucoup de personnes estimaient qu'il ne pouvait pas tenir. Parce qu'il y avait une présence française. Il y avait une présence américaine,
Mais à côté, ça passait inaperçu, il y avait une présence italienne, une présence allemande, etc. Hein, etc. Ils ont tenu, ils les ont fait partie. Ils sont partis. Au Burkina Faso, c'était pas si différent que ça. Au Mali, c'est pas si différent que ça. Il y a eu même des escamouches, les gars sont là à la frontière, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de superviser. Parce que là, vous parlez, comme vous a dit M. Bouquet, c'est une présence moins visible, mais une présence tout de même. Parce que ça, nous sommes en train de parler des éléments officiels. Mais n'oublions pas que la plupart des gars que nous appelons terroristes et qui opèrent dans le désert du Sahara, beaucoup sont liés à des services de renseignement qui sont des militaires. Ce n'est pas de l'effectif compté dans les 2300 où les effectifs, vous avez parlé pour la diminution. Alors que beaucoup même sont des soldats des puissances étrangères. C'est-à-dire ils sont juste voilà, en turbané, mais en réalité, c'est des militaires des forces spéciales étrangères que l'on ne compte pas dans les effectifs qu'on va diminuer. C'est-à-dire que nous avons une présence qui est moins visible. En d'autres termes, beaucoup parlent des 2000, en réalité, c'est beaucoup plus au-delà de 2000 parce qu'il y en a qui sont invisibles. Une bonne partie des éléments dans le désert, d'abord, le désert, c'est des no man's land et c'est la réalité géographique. Des pays comme le Niger, c'est un pays qui est extrêmement grand. Le Mali est extrêmement grand. C'est pratiquement extrêmement difficile de pouvoir contrôler toute l'étendue, surtout que ce sont des étendues qui sont arides, qui sont désertiques. Et ce sont des étendues où généralement il y a des trafics, il y a des trafiquants de drogue, il y a des trafiquants, on ne sait pas quoi, de marchandises clandestines et tout le reste. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir contrôler ces zones-là. Et dans un contexte comme celui-ci, même quand il parle de 2000, moi je suis convaincu que 2000 c'est officiel, mais en réalité en opératif ça parle au-delà de 2000. Ça c'est les 2000 qui peuvent parler. Mais à l'intérieur des pays, vous savez, dans beaucoup de pays, il y a des gars qui travaillent pour les troupes françaises. Je vous dis quelque chose. Moi, très sincèrement, j'étais très surpris. C'était être là 2 ou 3 jours. Moi, j'aime parfois quand je vais un peu rire, il y a un groupe au Cameroun sur Facebook qu'on appelle KL Congo ça. Je regardais là pour rire un tout petit peu et je me suis rendu compte que à l'intérieur d'un groupe camerounais qui est l'un des plus grands, sinon le plus grand, sur Facebook, qui est un groupe de black, c'est pas quoi. Et il y avait un légionnaire français qui publiait ou alors qui faisait des publications pour la Légion française. Moi, j'étais très surpris. Quand j'ai vu la Légion, moi j'ai cliqué, je vois, c'est le légionnaire et tout le reste. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme ça. Ça veut dire que la Légion étrangère, peut-être on va revenir dessus un peu plus tard, la Légion étrangère est en train de vouloir recruter. Premièrement, ils ont des difficultés énormes à recruter en France. Mais ils viennent dans des groupes, des petits groupes, ce qu'on peut appeler petits groupes sur le continent africain. Ils vont vous miroiter 2 ou 3 petites choses pour vous inciter ou vous encourager à rentrer dans l'armée française. Mais ils sont en train de recruter. En d'autres termes, que des gens qui sont avec vous sur Facebook, je sais pas où, etc., que dans leur inbox, on soit en train de recruter, on soit en train de les former, et qu'ils soient d'une manière indirecte des éléments de l'armée française qui peuvent être utilisés à tout moment. Je n'ai pas besoin de revenir dans la configuration. Vous avez pu remarquer que les éléments qui sont utilisés par le SBU c'est le renseignement extérieur ukrainien, ils recrutent parfois des Russes sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, à qui on vous écrit, on vous dit ok, allez incendier tel hélicoptère à la base. C'est des petits enfants parfois, des gars de 17-20 ans, parfois 16 ans. Et beaucoup d'enfants s'exécutent parfois. On dit que non, on va te donner 3 000 $, on va te donner 5 000 $, c'est des grands montants. Et ils s'exécutent parfois. La personne qui vous recrute sur un réseau social ne dit pas forcément je suis du SBU. Mais il vous approprie de l'argent. Dans certains cas, ça marche. Dans certains cas, ça ne marche pas. Donc, vous dites que là, les 2000 Camboquais le dit pour revenir à votre question, à mon avis, c'est ce qu'on appelle la face visible de l'iceberg. Il y a parfois d'autres personnes qui sont inaperçues, qui sont au sein de la population et qui jouent parfois le rôle des intérêts français. Du coup, dans les 600 qui resteront sur le territoire africain, on peut s'attendre à ce qu'il y ait justement un peu plus que ce qui a été annoncé dans ce rapport de reconfiguration du dispositif militaire français sur le territoire africain, notamment au Gabon, au Tchad, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Docteur Dalvaris Ngoudjou, nous en avons parlé de long en large. Vous avez rappelé l'importance de la responsabilité des États africains. Eh bien, à présent, nous parlons de
d'une autre présence militaire, toujours française, cette fois-ci accompagnée des Américains, et sur un autre territoire. Il s'agit du territoire russe, car la France a annoncé qu'elle pourrait déployer des troupes sur le territoire russe afin d'aider l'Ukraine à combattre la Russie sur son territoire. Il en est de même pour les États-Unis qui annoncent aussi soutenir des frappes sur le territoire russe depuis l'Ukraine. Docteur Dalvaris Ngudju, tout cela c'est pour obtenir une victoire en 2 mois, c'est-à-dire avant le départ effectif de Joe Biden, qui est là encore jusqu'en janvier et qui peut encore d'une certaine façon, dans une certaine mesure, prendre des décisions comme celle-là. Est-ce que c'est un mythe? En réalité, pour être franc avec vous, madame Pégoté, Oui. dans beaucoup de cas, parfois je suis très surpris par l'inculture de certains décideurs européens. L'inquiétude dans le fond comme dans le fond. Je ne sais pas si c'est parce que chez eux, les leaders politiques agissent, ou on les utilise pratiquement comme les papiers Kleenex, c'est-à-dire un usage express, et qui n'ont pas le temps d'être informés, d'être formés pour pouvoir avoir un autre type de pensée. Quand vous voyez dans la réalité, est-ce que ces gars peuvent affronter les Russes? Laissons ça. Tout à l'heure, on a parlé du recrutement. Oui. La France a du mal à recruter. C'est-à-dire que la France a besoin d'hommes. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est pourquoi vous voyez, ils font la publicité armée d'été. Quand vous voyez la théorie des trucs, ils font la pub parce qu'ils veulent recruter. Ils ont du mal, je crois que ils ont presque 3000 postes. Ils sont en tout cas, ils sont même en Afrique là, c'est parce qu'ils veulent recruter. Ils n'ont pas d'effectif. L'effectif est vieillissant. Une des grandes difficultés actuellement de la France, c'est même pourquoi ils sont en train de quitter. Ils sont en train de quitter chez nous. Ils n'ont pas une vraie projection aéronavale. Même pourquoi, c'est pourquoi quand on a parlé tout à l'heure du départ, c'est pourquoi quand les troupes françaises quittaient du Niger ou du Burkina, il a fallu qu'une bonne partie de leur matériel passe par le Cameroun, c'est-à-dire par le port de Douala. Parce qu'ils n'ont pas une force aéronavale sérieuse. Les Tupolev qui sont extrêmement puissants, ou les Ilyushin, pardon, qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement lourds, c'est les Russes qui les ont. C'est les Russes, il y avait des Ukrainiens qui en avaient un encore, le plus gros avion du monde, mais qui avait été touché au début de la guerre. Les Américains, ils ont aussi des gros avions, mais les Français n'ont pas cela. Je vais dire quoi? Je vais dire, c'est comme on parle, c'est pourquoi l'histoire de la grenouille qui était extrêmement grosse et qui voulait avaler la vache. Je veux dire, dans la situation actuelle, la France n'a aucune possibilité. L'Angleterre non plus. Mais les Américains sont extrêmement prudents. Ils pensent qu'ils sont loin, mais généralement, ils vous envoient faire la guerre. Les Américains, vous savez la particularité de l'armée américaine, c'est que les Américains n'ont pas d'armée professionnelle. Leur armée n'est pas professionnelle. On fait une armée de conscrits, c'est-à-dire on vous prend pour une pilote. C'est pourquoi quand vous êtes aux États-Unis, si vous n'avez pas de papier, on vous conseille d'entrer dans l'armée. Après votre service militaire, on vous donne la nationalité, vous êtes tranquille. C'est pas des professionnels. C'est-à-dire il y a des Camerounais, des Chinois et tout ce que vous connaissez. Il va faire son service militaire pendant un certain nombre d'années. Ensuite, il n'est pas professionnel. C'est-à-dire il part au front, par exemple en Afghanistan, ou il part au front en Russie pour avoir ses parts. Après, c'est pourquoi chez les Américains, il y a beaucoup de mercenaires. Ils ont une formation militaire, après ils n'ont plus de job, ils ont quand même papier. Donc, très peu d'entre eux acceptent de mourir pour la nation. À côté de ça, il y a un problème sérieux. C'est la question transgenre. C'est-à-dire une femme qui se fait opérer, elle dit qu'elle est homme, mais dans le fond, Dieu t'a fait femme. En d'autres termes, tu peux faire un travail d'un homme, même en configuration militaire, etc., etc. Mais en face, regardez un peu, quand vous regardez en Russie, regardez la hiérarchie. Pas la hiérarchie militaire, d'abord la hiérarchie. Mais tous c'est les gars qui sont extrêmement expérimentés. Tous, la plupart, ils sont généraux. Quand on voit un gars comme Chirugou, c'est le gars Chirugou, il a travaillé au ministère des Affaires, il y a un ministère là-bas, oui, des Affaires d'urgence. C'est-à-dire quand il y a la catastrophe dans un pays, il y a tous les scénarios. Il a dirigé ça pendant longtemps. Titulaire de la médaille, il a eu 2 fois la médaille de héros de Russie. Mais ça ne court pas les rues. Mais quand on voit les gars qui sont en face, quand on voit un premier ministre qui est parti là, Attal, le gamin là, mais quand il parle de la Russie, vous avez l'impression qu'il sort pratiquement de la maternelle pour venir par l'Assemblée nationale. Il parle des choses qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire vous avez du mal à recruter, vous avez du mal à financer, vous n'avez pas d'argent. Vous avez essayé dans le désert, au Mali, à poursuivre des gamins qui étaient avec des sandalettes sur des mobylettes, vous n'avez pas pu. Vous faites partie sans résultat.
Mais vous voyez une armée comme l'armée de la Fédération de Russie, vous pensez que vous allez envoyer... Il n'y a pas de problème d'envoyer des troupes. En Russie d'abord, les Russes ont environ 2 millions d'hommes. 2 millions d'hommes. Regardez l'armée française. Ça, c'est 2 millions d'hommes. Et au-delà de ces 2 millions d'hommes, vous savez, en Russie, il y a le service militaire. Ça veut dire, il y a la réserve. Il y a beaucoup qui sont en réserve. En d'autres termes, vous voyez beaucoup de gars qui sont là dans la population, c'est des milliers, c'est des militaires. Il suffit qu'on les appelle et ils viennent. Oui. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de les appeler. Quand vous voyez, il y a quelque chose encore d'extrêmement important. C'est que depuis des années, les Russes sont habitués à la guerre. Quand vous faites la guerre tout le temps, il y a ce qu'on appelle l'expier. C'est quand vous êtes devant le micro. Les camarades avec qui vous avez fréquenté, qui ont toujours fait l'école de journalisme, mais qui pour certains n'ont pas exercé. Et vous qui exercez pratiquement tous les jours, c'est pas les mêmes choses. On peut vous appeler pour une édition spéciale. En 5 minutes, vous préparez, vous faites votre émission sans vous casser la tête. Mais pour certains de vos camarades, rédiger un papier, ça fait problème. Et c'est ce que les Russes ont. Les Russes font la guerre tout le temps. Ils sont là depuis des années sur le terrain. Ils ont ce qu'on appelle le rétexte, le retour d'expérience de combat. Vous restez là chez vous, dans des jardins, je ne sais pas quoi, vous venez jouer en Afrique, du safari en Afrique, ou certains vous violez les enfants en Centrafrique, vous violez certains en RDC, et vous pensez ce que vous allez trouver en face. C'est même pourquoi vous avez beaucoup de mercenaires ont fui. Parce que quand des gars, les Américains et tout le reste, ils sont partis en Afghanistan. C'était des gars, vous savez, les talibans. Les gars, ils ont des kalash, ils ont tous des babouches au pied. Oui. C'est rien. Ils sont partis en Irak. C'était pas si différent que ça. Mais quand vous arrivez face à des Russes, les Russes ne parlent pas beaucoup. Vous envoyez des armes, ils ne disent rien. Vous envoyez des armes, ils disent rien. Vous faites de la formation, ils disent rien. Vous configurez tout cela quand vous êtes sur un point. Oui. C'est là qu'ils envoient un missile. L'intensité n'est pas la même. L'intensité n'est pas la même. Les Russes, ils sont capables d'utiliser des milliers de munitions de 155 mm par jour. Mais c'est des rythmes qui sont intenables. Or, même au niveau du déploiement, vous savez, chaque pays a une doctrine. Et plus vous êtes homogène, plus vous pouvez facilement vous coordonner. Mais c'est beaucoup de pays dont les doctrines ne sont pas forcément identiques. Le système tactique de déploiement français n'est pas identique à celui de l'Angleterre, ni de l'Allemagne, ni des États-Unis. Il faut un travail de coordination. Parfois même, c'est pourquoi il y a eu des difficultés. Vous savez, quand les Ukrainiens sont partis, vous savez, c'était pas seulement les Ukrainiens qui sont partis à Koursk en Russie. Il y avait des Anglais parmi. Il y avait d'autres pays parmi. C'est pourquoi les Ukrainiens disent que parfois dans leur radio, donc les talks qui vont les téléphones satellitaires, ils entendent d'autres personnes parler en anglais, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. D'autres parler en français, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Etc. Mais le russe, puisque tous parlent russe, la coordination est facile. La coordination est fluide. Et des deux. Même au niveau de la motivation. Quand un russe combat, il dit combat pour sa patrie, pour sa maman, pour sa soeur, pour son père, etc. Mais quand vous envoyez un Français, c'est-à-dire vous envoyez un Sénégalais qui arrive en France, il est dans la légion étrangère, c'est-à-dire il a fait ça pour les papiers comme ça se fait, puis ça par l'étranger, et vous l'envoyez combattre. Il n'a pas le même engagement. Mais vraiment, il dit je meurs pour qui ici? Entre les Blancs. Parce que c'est pas trop différent de ça. Hein? Oui. C'est pas trop différent de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, les Blancs combattent des Blancs et les Noirs sont à l'intérieur. Vous cherchez quoi là-bas? Ça vous regarde en quoi? La preuve en est. Pour le cas de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que quand on a terminé la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une victoire. Juste que les seules personnes qui n'ont pas bénéficié de la victoire, c'était les Africains, puisqu'on les a partagés comme le gâteau. Alors que les Africains étaient en train de combattre, certains contre l'Allemagne. Oui. Et pour le camp des vainqueurs. Mais après, quand il a fallu prendre une décision pour partager, les Africains étaient le gâteau. Vous savez, on a partagé le Cameroun et tout le reste, on a partagé le Togo. C'est ça qui en fait, hein. Vous savez, jusqu'à un certain nombre d'années, on était une colonie allemande. Mais on nous a partagé comme le gâteau. Alors que nous avons pas. Vous savez, ici à Douala, ça passe inaperçu. La chambre de commerce, c'était le quartier général. De Gaulle a appelé tout là-bas, à partir de Douala à Bolandiola. Et il y a un ralliement là-bas, c'était la capitale de la France libre. C'est pas inaperçu pour là-bas. Mais quand il a fait du partage, nous on faisait partie du butin de guerre. Ça devait nous appeler, ça devait nous interpeller. Et quoi, nous en avons perdu déjà beaucoup. Vous savez, ça c'est une déclaration officielle. Mais dans la réalité, les troupes sont envoyées depuis. Oui. Puisque vous avez fait allusion par exemple les missiles attaque MS. Les missiles attaque MS, premièrement, c'est pas des Ukrainiens qui peuvent utiliser cela. On peut même pas avoir le temps pour les former. Même pour les former, il faut les transmettre les algorithmes
qui permettent d'organiser les ciblages, les différents cibles à frapper. Or, si les Américains commettent l'erreur de transmettre les algorithmes aux Ukrainiens, vous savez, les Ukrainiens, c'est un pays extrêmement corrompu jusqu'aux cheveux. Et que vous ne soyez pas surpris que ces algorithmes-là soient transmis aux Russes qui vont étudier, voir comment neutraliser vos armements très facilement. Vous avez pu remarquer les rapports qui démontraient que près de 50% des aides financières envoyées à l'Ukraine étaient détournées. Oui. Le matériel militaire ukrainien, ça se trouve. Il y a les gars du Hezbollah qui ont le matériel militaire qu'on a vendu à l'Ukraine. C'est-à-dire, ils ont vendu, les gars vendent tout ça dans le marché noir. Vous pensez que c'est des codes qu'ils ne vont pas transmettre? Ça, c'est d'un et de deux. N'oublions pas. Quand vous faites une bonne partie de l'âme ukrainienne et russe, juste que le colon est venu s'aimer la division. Vous savez que Staline était ukrainien. C'est-à-dire un des grands défenseurs de l'Union soviétique, etc. L'Ukraine est aujourd'hui puissante parce qu'en fait, c'était la plus grande nation de l'Union soviétique. Donc, la plupart des gars qui sont en Ukraine, ou même en Russie, certains de leurs parents soit ils sont nés en Ukraine, soit ils sont nés. Puis, vous savez, nous parlons des gens qui ont eu de 65, 60, autour de la soixantaine. Mais en réalité, l'Ukraine existe de manière indépendante depuis 91, c'est-à-dire la taille d'un bébé. En d'autres termes, beaucoup de gars qui sont aujourd'hui, c'est les gars qui sont nés soit en Ukraine, soit en Russie. C'est comme vous et moi, on peut être nés là demain, il y a une guerre, c'est pas qu'on fait une division. Mais toujours est-il que nos racines sont autre chose. C'est les petits gamins là, les enfants qui vont venir dire ah mon pays, mais nos racines sont autre chose. On a connu notre configuration. En d'autres termes, c'est les gars qui ont des parents de deux côtés. Et c'est des éléments dont il faut tenir compte. C'est même aujourd'hui ce qui fait que les Russes sont un peu prudents. Vous avez vu avec Ochenik, quand vous avez un missile comme celui-là, Mach 20, 3 km par seconde. Ils ont dit que s'il va. Et même, je crois qu'il y a un rapport qui est sorti et qui disait que la frappe qu'ils ont faite sur le Dniepr, ça n'avait pas de charge explosive. Ça veut dire que c'était juste un avertissement. Ça n'avait pas de. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Oui. On n'a pas dit de charge nucléaire. Ça n'avait pas. Ça avait une charge factice. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu tuer les gens. En fait, c'était une arme chargée à blanc. Parce que s'il fallait vraiment mettre une charge explosive, c'est catastrophique. Et s'il fallait mettre une charge nucléaire, c'est vraiment autre chose. Pourquoi les Russes sont si prudents? Ils ont dit l'autre jour, s'ils vont vraiment utiliser Ochenik, ils vont prévenir la population de quitter. Parce que quelque part, ils ont le sentiment que ça, c'est le sens là, ce sont nos frères. Ce que les décideurs font, c'est parce que la population accepte. Oui. Et c'est la raison pour laquelle en Ukraine, il y a beaucoup de clandestins qui disent non, il faut raser le palais, Non. Il y a des agents là qui travaillent de l'autre côté. Il y a des gens qui donnent les informations importantes. La plupart des cibles à Odessa. Par exemple, pour cibler, il y a parfois des émetteurs. Il faut parfois des personnes humaines pour vous dire que oui, la cible se trouve à tel niveau. Maintenant, parfois, il faut que la cible il faut que l'élément humain, c'est-à-dire la personne, se dirige jusqu'à la cible, c'est-à-dire si c'est un bâtiment, vienne par exemple dépose cet émetteur qui permet une reconnaissance satellite. Et là, on vous donne un temps pour vous retirer. C'est-à-dire 30 minutes, tu dois être là. Et ensuite, on envoie le missile. C'est pourquoi ça réussit, c'est pas la magie. Il faut toujours des éléments concrets sur le terrain. Et pour cela, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent pour les Russes. C'est pourquoi il y a une certaine prudence. Mais quand on est dans un contexte comme celui-ci, les Ukrainiens travaillent parce que mais ça c'est ma patrie. Les gens ne peuvent pas rester de l'autre côté à Washington et participer à détruire notre patrie à ce point pendant que chez eux c'est sauvé. Je vais dire, c'est des éléments dont il faut tenir compte, dont le français, dont l'anglais, dont beaucoup de personnes ne peuvent pas développer comme sentiment. Et à côté de cela, la Russie c'est une puissance. On parle de 5000 têtes, mais vous savez qu'au-delà de 5000 têtes, il y a toujours 8000 têtes. C'est la première puissance nucléaire mondiale, très loin devant les États-Unis. Dans un contexte comme celui-ci, quand on voyait un leader politique dire qu'il peut tout faire pour gagner en 2 mois, mais quelque chose qu'on n'a pas pu gagner en 3 ans, vous pensez qu'on va gagner en 2 mois? Quelque chose qu'on n'a pas pu gagner en 50 ans, parce que notons qu'après la victoire, après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre a continué, qui a contribué à la guerre froide, etc. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, il y a eu une petite accalmie où les gens savaient que la Russie était écrasée, était neutralisée jusqu'à la venue du président Poutine au pouvoir. Donc vous dites que vous avez eu 50 ans pour gagner, puis vous n'avez pas gagné en fait. Vous avez eu 50 ans pour gagner la guerre, vous n'avez pas pu la gagner. Vous avez eu 10 ans depuis 2014, vous n'avez pas pu la gagner. 3 ans depuis le lancement de l'opération militaire spéciale, vous n'avez pas pu la gagner. Vous estimez quand même en 60 jours pour le gagner. Mais ça c'est curieux parce que eux-mêmes ils le font dans leur rapport. Chaque jour, les Russes avancent d'au moins 3-4 km. Ça c'est le rythme le plus soutenu
depuis le début de l'opération militaire spéciale. Ok. Donc, je vais dans un contexte comme celui-ci, quand les gars disent qu'ils vont envoyer des troupes au sol, il n'y a pas de problème. Ils vont envoyer des troupes au sol, mais dans le camp européen, on n'est pas tout à fait unanime en ce qui concerne cette décision. Il faut aussi le rappeler, docteur Ngudjou, en ce qui concerne la décision de Joe Biden d'autoriser des frappes ukrainiennes et tout ce qui va avec, dans le but de gagner une guerre en 2 mois avant son départ effectif de la Maison-Blanche. Plusieurs langues également se sont déliées et ont estimé qu'il s'agissait de décisions politiques qui ne pourraient pas avoir de réelle incidence sur la patrie russe. Mais par contre, les forces ukrainiennes ont lancé des frappes dans la région de Kursk. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, à l'aide de 8 missiles de fabrication américaine. Et selon le ministère de la Défense russe, des actions de représailles sont en préparation. Est-ce qu'on va là plutôt vers l'escalade au lieu de s'acheminer justement vers cette victoire peut-être fictive de l'Ukraine? En réalité, vous savez, Biden et son équipe veulent laisser une patate chaude à Trump. Donc, ils font tout pour gâter, comme on dit, la politique de la terre brûlée. Donc, pour qu'il soit obligé de participer à cette guerre? Oui, obligé, mais de participer en difficulté. Okay. Parce que vous savez, Trump a toujours dit dès qu'il prend le pouvoir, ils peuvent mettre un terme à la guerre en 24 heures. Bon, peut-être ça va être difficile dans la pratique, mais toujours est-il qu'on ne veut pas lui faciliter la tâche, ça c'est dingue. Mais surtout, Biden veut assurer un certain nombre de soutien à l'Ukraine qui peut être utilisé au niveau des négociations. Mais là, la réalité est extrêmement différente. Nous parlons, même si vous utilisez les missiles ATACMS, nous parlons d'un pays comme la Russie, plus de 17 millions de kilomètres carrés. C'est un pays qui contient qui représente la taille de la France, 35 à 36 pays comme la France. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important, la configuration géographique. C'est-à-dire que plus vous êtes grand, plus l'effet, c'est comme si vous étiez très costaud, qu'une fourmi venait vous piquer. Oui. C'est pas la même chose si la fourmi pique un bébé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour dire que ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais tout le monde le sait, l'impact réel ou le changement stratégique sur le terrain, c'est pratiquement impossible. C'est pas quelques missiles qui peuvent le faire. Et jusqu'à présent, comme je l'ai dit, l'autre jour, c'était sans charge explosive. Les charges étaient fictives parce qu'on ne voulait pas faire de mal. Mais je pense que depuis, comme ils l'ont dit, le haut commandement russe est en train de préparer une réponse. Mais je crois que, quelle que soit, je peux me tromper, mais quelle que soit la réponse qui va être préparée, elle va être extrêmement mesurée. Parce que les Russes ne veulent pas que la situation puisse empirer avant la venue de Trump. Parce que je crois qu'ils ne sont pas bêtes. Je crois que tous comprennent quand même que le camp de Biden veut laisser une situation pourrie au camp de Trump et que par la suite Trump soit obligé quand il arrive au pouvoir d'avoir les mains liées. Parce que si aujourd'hui parce qu'en fait, c'est pas les Ukrainiens qui utilisent, les Américains qui utilisent les ATACMS, puisque comme j'ai expliqué un peu plus haut, les Ukrainiens sont inaptes à utiliser cela. Et les deux, utiliser ces missiles-là, il faut avoir un certain nombre de codes algorithmiques extrêmement compliqués, extrêmement importants et confidentiels pour la sécurité américaine. Et je ne les vois pas transférer facilement ça aux Ukrainiens, même si les Ukrainiens étaient aptes à pouvoir les utiliser. Donc, c'est les Américains. Or, vous voyez, s'ils tirent en profondeur sur le territoire russe et que les Russes répondent en profondeur sur le territoire américain parce qu'ils peuvent le faire, vous voyez, ça va être extrêmement difficile pour Trump quand il arrive au pouvoir de pouvoir changer, parce qu'il va se dire il ne peut pas laisser, même pour l'honneur ou la dignité des Américains, qu'ils soient attaqués sur le territoire et qu'il n'y ait pas de riposte. Donc moi je pense que le camp Biden est en train de pousser ou alors inciter à ce que la situation s'empire et qu'il la patate chaude à Trump, afin qu'il participe en faveur de l'Ukraine parce qu'il se sentira peut-être obligé de le faire. Merci docteur Delvaris Ngudjou. C'est fou comme le temps passe vite dans nos soirées avec Regard panafricain. Merci en tout cas pour votre expertise apportée dans le cadre de ce programme. Le compte à rebours en tout cas a été lancé en ce qui concerne
cette nouvelle tactique américaine dans l'optique de résoudre la crise en Ukraine, alors que Donald Trump demandait de lui laisser quelques heures pour régler définitivement le problème. Merci à vous. On se retrouvera certainement la semaine prochaine. Oui, possible. Merci également à ceux qui nous ont écoutés sur notre fréquence 96.3 FM For You Radio. Merci à ceux qui nous ont regardés sur leurs petits écrans ainsi que sur nos plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. Merci à Kelly qui était à la réalisation et la mise en onde de ce programme. À très bientôt sur For You Media Africa. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir.